Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Tihal toujours. Je suis actuellement maître de langue à Inaluko. Et donc, aujourd'hui, je vous présente certaines réflexions de certains éléments qui sont tirés de notre projet de recherche Dilemme. Alors, donc, le projet Dilemme est un projet de recherche qui est consacré au suivi de personnes sinistrées de l'accident de la centrale Fukushima Daiichi et qui est focalisé sur la zone grise. Alors, qu'est-ce que c'est dans la zone grise? En fait, il s'agit des territoires qui sont contaminés ou suspectés de l'être, mais non reconnus officiellement, qui sont situés et donc au-delà de la zone d'évacuation qui sont définies par le gouvernement en 2011. Alors, il y a donc une partie de la population originaire de ces espaces qui doute, bien que l'État considère ces habitants comme hors de danger. Et ces personnes doivent prendre seules la décision vis-à-vis de leur exposition, de leur sort, donc partir ou rester, ou encore revenir après une période d'éloignement. Donc, l'ambition de notre projet était de comprendre dans quelle mesure le risque de contamination et l'incertitude affectent l'identité et la trajectoire et comment ils reconfigurent le parcours de vie de personnes initialement ou progressivement exclues du périmètre de l'évacuation officielle. Alors, Dilemme donc, a permis d'aller à la rencontre de ces personnes pour qu'elles témoignent de leur parcours et de leur dilemme d'ailleurs au cours d'entretiens longitudinaux qui sont répétés chaque année entre 2013 et 2017 et complétés par des questionnaires sociodémographiques. Et le projet avait donc pour objectif d'aborder des questions fondamentales sur la construction du risque et sur la qualification de sinistré nucléaire, entre guillemets, au croisement entre le contexte institutionnel et l'expérience subjective. Et ensuite, l'enjeu a été d'articuler d'une part les représentations et les positions individuelles et d'autre part les logiques et les dynamiques collectives. Donc, le contexte territorial a considérablement évolué depuis l'accident, tant du point de vue des niveaux de contamination ambiante que la situation réglementaire, sociale ou sanitaire. Et aujourd'hui, la politique du gouvernement reste engagée pour la redynamisation de ces territoires, comme vous le savez, sans doute, bien qu'un certain nombre de compensations financières aient pris fin et que les incitations fiscales ne perdurent pas. Donc, c'est dans ce contexte incertain que nous avons rencontré les personnes dont nous avons requis le témoignage. Alors, donc, on a cherché à comprendre ce que signifie être donc sinistré nucléaire pour celles et ceux qui ne sont pas considérés comme tels officiellement. Et c'est-à-dire, on n'a donc pas cherché forcément à interviewer les personnes qui préfèrent dénier tout risque post-accidentel. Et ceci dit que nos interviewés ont en commun de considérer que leur environnement de vie est contaminé, et notamment par le césium 137, et dangereux à plus ou moins donc, long terme. Donc, la première année, nous avons donc rencontré 66 personnes, dont 37 personnes déplacées, 17 résidentes et 9 retournées. Et sept anciens évacués forcés ont été intégrés au panel en 2016. Alors, donc après 5 ans, on a réussi à accumuler près de 250 entretiens et réussi à en suivre en continu 24 personnes et 23 avec une année lacunaire et 9 avec deux lacunes, dues essentiellement par interruption volontaire de leur part ou faute de réponse. Et finalement, pour analyser donc les diverses situations des personnes, on a recours de l'approche de l'histoire de vie. Parmi donc les résultats qui seront présentés dans l'article de la revue ABC et qui va paraître donc en juin. Aujourd'hui, je voudrais me focaliser dans cette présentation donc sur 3 points. D'abord, l'évolution de la conscience du risque de contamination. Et ensuite, c'est d'identité et finalement donc l'enjeu de la responsabilité personnelle qu'on appelle donc psychoséquenie.
Alors, la conscience du risque d'irradiation se construit donc à partir de plusieurs informations auxquelles l'individu a l'accès. Et par exemple, la notion d'exposition au rayonnement ionisant ou les données qui sont obtenues par la mesure de la contamination alimentaire de l'air ou du sol, ou encore la nature ou la provenance des denrées. Et bien évidemment, elles dépendent aussi du lieu de résidence ou du fait d'avoir les enfants ou non. Et d'abord, ce qui est à souligner, c'est que donc la conscience marquée du début de l'enquête, qui était donc prémisse de la composition du panel, c'est en effet transformée avec le temps. Et en effet, d'année en année, les interviewés évoquent moins les pratiques de protection contre l'exposition. Et bien évidemment, sans que cela ne signifie donc un regain de confiance hein, vis-à-vis des informations officielles qui concernent l'évolution des niveaux de contamination. Et chez elles, donc les autodéplacés, dont l'intention initiale était donc justement de s'éloigner de la source de danger, et cette baisse de vigilance était en effet souhaitée et même jugée positivement. Et aussi, cette distanciation concerne des personnes qui sont restées ou rentrées et qui sont exposées donc en permanence et inévitablement à de faibles doses. Et en effet, si leur vigilance semble s'être banalisée ou, entre guillemets, naturalisée, c'est en partie parce que leurs pratiques quotidiennes se sont transformées, et notamment vis-à-vis des denrées consommées, par exemple, recommandées sur Internet ou recours au circuit court. Et cet ajustement peut donc, enfin, peut être interprété comme une protection symbolique, donc qui peut s'apparenter à une cécité volontaire hein, ou à un rituel adaptatif, lorsque des gestes mis en place dans les années qui ont suivi l'accident sont devenus donc entre guillemets naturels et anodins. Et finalement, d'autres ne mentionnent simplement pas donc cette vigilance au fur et à mesure. Et il est à souligner aussi que donc, les auto-évacués, comme les résidents, y compris les enfants d'ailleurs, ont acquis au cours des années une connaissance approfondie de l'exposition au rayonnement. Et par conséquent, ils établissent leurs propres critères de danger et de sélection en fonction desquels ils adoptent des pratiques de protection spécifiques. Et par exemple, les parents, donc qui veillent particulièrement à limiter l'exposition de leurs enfants, sont confrontés à un arbitrage entre le risque peu tangible d'exposition à la radioactivité, s'il reste, et le risque plus immédiat immédiate de harcèlement, par exemple, dans le cadre scolaire, lorsqu'il est notoire qu'ils arrivent de Fukushima, s'ils évacuent d'ailleurs. Alors, les entretiens montrent aussi des nuances, en effet, entre les hommes et les femmes. En effet, tandis que les hommes interviewés donc, disent de tous partager leurs idées avec leurs conjoints et sur leurs risques aussi, ou parfois ils indiquent avoir une conscience moins prononcée de celui-ci qu'elles. Et en fait, côté femmes, c'est tout au contraire. De nombreuses femmes évoquent le manque de compréhension de leur conjoint vis-à-vis du risque ou le sentiment de ne pas être comprises ou soutenues par leurs parents ou leurs beaux-parents ou leur mari. Et par exemple, certaines mères déplacées souffrent du regard critique de leur belle famille, pour qui d'ailleurs l'union matrimoniale prime sur la question du risque nucléaire. Donc ici, le regard social est apparu comme un paramètre de première influence dans le positionnement vis-à-vis du risque. Alors, on peut très bien imaginer que donc, les interviewés ont vu leurs rapports sociaux, que ce soit d'ailleurs dans la sphère privée ou publique, qui sont complètement bouleversés depuis la catastrophe. Pour donc la majorité des déplacés, la différence de conscience du risque et d'exigence de protection est souvent donc source de conflit et de séparation physique entre le lieu de destination et la résidence d'origine, où reste un membre de la famille, donc souvent c'est le père, donc son mari, pour leur mari, pour assurer donc les revenus du ménage en poursuivant ses activités professionnelles.
Et d'autre part, certaines personnes, au contraire, ont développé activement donc, un nouveau réseau social après l'accident. Et celui-ci s'appuie très souvent donc, sur des réseaux de sinistrés, des associations de soutien, des militants anti-nucléaires qui leur permettent d'ailleurs de s'engager dans des activités caritatives ou militantes. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette diversité des situations se manifeste en effet par une diversité lexicale d'identification. Et cette donc, variété révèle pour certains une prise de conscience politique et juridique. Et en fait, les interviewés privilègent parfois donc, certains termes pour se définir et en récusant d'autres censés les qualifier. Et donc, Hinansha, donc personne évacuée, était donc le terme le plus fréquemment évoqué par les interviewés à la question de leur statut. Et d'autre part, certains y ajoutent des épithètes de détails, donc comme par exemple Dishu Hinansha, donc littéralement évacué entre guillemets volontaire, Kuikiga Hinansha, donc évacué dehors de la zone officiellement désignée par l'ordre d'évacuation, ou encore Boshi Hinansha, donc maire seul évacué. Et bien évidemment, il est à souligner que le terme d'issue, donc qui sous-entend une démarche entre guillemets volontaire, est bien évidemment problématique pour donc distinguer l'itinérance de nombreuses personnes de celle des évacués forcés de la zone délimitée par le gouvernement. Il est bien évidemment plus juste de les considérer comme des auto-évacués. Et parce que leur déplacement est vécu comme une solution d'urgence inévitable, imposée en réaction à l'absence de reconnaissance et de soutien des autorités. Et cette décision est finalement un arbitrage fortement contraint. Alors, d'autre part, plusieurs personnes interviewées se sont définies en tant que Ijusha, donc littéralement personne qui a déménagé et qui s'installe. Et l'emploi de ce terme est d'abord significatif d'une déconsidération du statut de Hinansha qui est connoté pour donc certaines personnes à un aspect misérable ou pitoyable. Et pour ces personnes, donc, éviter d'employer le terme réfugié évacué consiste en effet à échapper à un regard social qui est stigmatisant entre guillemets, en tournant la page de l'accident au profit d'une donc, identité et alternative d'état de passé comme acquise suite à un simple déménagement. Et de plus, ce refus de statut de victime a émergé principalement dans le discours de certains participants masculins. Alors, par contre, la position des personnes qui se déclarent Hinansha, donc lors des premières enquêtes, semble aussi changer au cours des années, donc à mesure de l'évolution de la situation. Et en effet, plusieurs personnes passent du statut de revendiqué d'évacuer à celui de migrant après qu'ils ou elles ont changé leur enregistrement de domicile, donc Jueminshō, de la ville d'origine à celle de destination. Et bien évidemment, plusieurs statuts sont parfois évoqués en parallèle. Certains se déclarent à la fois évacués et résidentes d'une ville de destination, et d'autres évoquent en plus d'un statut géographique comme tel, des termes identitaires comme Hibakusha, par exemple, et donc irasé, et on est référence en Hibakusha de Hiroshima et Nagasaki, hein, donc, ou Tōjisha, donc partie au sens juridique, donc personnes qui sont concernées par l'accident de 1F. Et aussi, certains, par ailleurs, donc, mettent des catégories sociales en avant, par exemple chômeur, ou statut appelé à être tout aussi transitoire et surmonté que celui de victime. Et ces nuances s'articulent à des positions sociopolitiques. Par exemple, l'implication ou du moins la sympathie pour les activités associatives aux militants va de pair avec la revendication du statut de Hinansha, tandis que celles et ceux qui se détachent volontairement de ce genre d'activité tendent à renoncer à ce sujet. Et autrement dit, donc, si il est finalement devenu un élément d'entrave pour des personnes qui désirent repartir sur de nouvelles bases,
Le statut d'évacué constitue pour les autres un levier pour revendiquer des droits humains et dénoncer la responsabilité première des autorités et de l'exploitant. Donc, ceci dit que pour certains, la catégorie donc déplacés réfugiés est à revendiquer pour la reconnaissance sociale par les voies politiques et juridiques, alors que pour d'autres, elle est à surmonter et effacer. Et puis, chez donc, les personnes qui s'engagent dans les activités protestataires, où on constate le développement de connaissances sur la causalité de leur situation, qui est d'ailleurs qualifiée par Brown et Mikkelsen donc, comme d'épidémiologie populaire et la construction d'une légitimité à être victime. Alors, donc, le troisième point, dans les témoignages, la responsabilité personnelle est souvent invoquée par les interviewés, malgré leurs attentes et leurs déceptions à l'égard de l'intervention publique. Le refus du statut de victime, donc higaisha ou hisaisha, tout comme le glissement du statut d'évacué à celui de migrant qu'on vient de voir. Donc ce refus semble dériver d'un sentiment de culpabilité ou d'anxiété à l'aune de la responsabilité personnelle qui est imposée par la société. Et la politique post-catastrophe, donc, qui abandonne progressivement la protection par le territoire, donc zonage et aide au relogement, au profit d'une individualisation de la protection, s'appuie sur et renforce même cette notion de jikoseki, donc responsabilité individuelle. Alors, comme les travaux de Cézanne Topsieux et ceux de Kimura Aya l'ont souligné, après la catastrophe de 1F, la responsabilité de la gestion du risque est redistribuée entre l'État et l'exploitant et les citoyens. Et les sinistrés sont désormais donc censés la prendre en main aussi. Donc, quelques participants militent contre les autorités, mais la majorité tend à intérioriser cette notion de responsabilité. Et dans le processus de victimisation post-accidentelle, les dikosekini, donc le discours de dikosekini, appuie les politiques publiques qui recourent à une forme de participation citoyenne dans la gouvernance de la catastrophe, après s'être heurté à la, donc, entre guillemets, la complexité de la situation à traiter. Il constitue aussi donc un redoutable allié des des expérimentations qui sont conduites avec des acteurs du nucléaire national ou étrangers dans la déclinaison japonaise du programme EITOS, dont l'objectif est de questionner la réhabilitation des conditions de vie à long terme dans les territoires contaminés, selon IRSN. Et donc, quand j'étais mobilisée, les gens accepteraient plus aisément de vivre dans un environnement durablement dégradé parce qu'ils seraient considérés donc gestionnaires de leur propre exposition et considérés aussi acteurs responsables et non plus victimes impuissants. Donc, en conclusion, finalement, chercher à nommer les sinistrés ne résout pas tout, mais cette attention pour les qualificatifs a permis d'identifier les racines de l'engagement des victimes, comme la transformation des sinistrés en survivants qui mobilisent leurs ressources pour surmonter l'héritage de la période post-accidentelle. Et également l'attention qui a été portée au discours à ces transformations sur plusieurs années permet aussi de réarticuler catastrophe et risque et de replacer les effets de la radioactivité dans une chaîne de connexion qui quitte désormais le domaine physique et matériel pour se propager à la sphère sociale et institutionnelle. Dans l'itinéraire de vie des interviewés et notamment autodéplacés, initialement ou progressivement, encore une fois, exclus de périmètre de l'évacuation officielle, l'accident de 1F constitue en effet une rupture et une bifurcation individuelle. Donc, dans cette épreuve extrême, donc atroce, la revendication donc identitaire peut prendre une forme contestataire volontaire lorsque la reconnaissance par le droit est insatisfaisante. Et certains donc déclarent avoir appris donc un individu devait prendre des décisions tout seul et on assumait pleinement la responsabilité.
Et d'ailleurs, en fait, lorsqu'on a demandé de ce qu'ils pouvaient retirer de positif de cette expérience, ils ont dit que c'est finalement, donc, grâce à cette épreuve de l'accident, ironiquement, qu'ils ont pu évoluer ainsi. Et effectivement, donc, ces personnes donc, ont pris des décisions, agi en conséquence, souvent malgré l'avis de leurs proches, voire en s'opposant à eux. Et une telle déclaration témoigne d'un processus de formation d'un individu autonome, quoique bien évidemment contrainte. Donc, pour finir, l'accident nucléaire aura finalement livré cette personne à elle-même avant que ça leur rende finalement donc une capacité de décision et un pouvoir d'agir. Je suis désolée pour le problème technique et je vous remercie de votre écoute.